Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous et très heureux de vous accueillir sur le site de la République des Pyrénées.fr ou bien de sudouest.fr pour cette première des 3 conférences de l'immobilier édition 2023. C'est une tradition que ces rendez-vous fixés d'année en année afin de faire le point sur les grandes thématiques qui touchent l'immobilier en Béarn et en Soule. Résumé de l'épisode précédent, le marché béarnais a connu une évolution très positive suite à la période post-Covid, que ce soit au niveau des transactions ou bien au niveau du prix. Certains ont même parlé pour 2022 d'une année absolument euphorique. Alors maintenant, où en sommes-nous aujourd'hui? Faut-il acheter? Faut-il vendre? Comment se porte le marché en Béarn et en Soule? Autant de questions que ces 3 conférences de l'immobilier dont vous voyez le thème s'afficher juste à côté de moi vont nous permettre d'y voir plus clair. Tout cela avec les journalistes de la République des Pyrénées et du journal Sud-Ouest qui vont se succéder au micro chaque jour pour me tenir compagnie et accueillir des invités qui représentent les différents partenaires que vous voyez affichés juste à côté de moi à l'écran. Tous ces partenaires donc constituent le pool des spécialistes, des professionnels. Romain Bellic, vous avez mobilisé pour ces 3 rendez-vous qui, en réalité, font suite déjà à un supplément riche qui est paru en ce mardi 9 mai 2023. Pourquoi? C'est toujours important pour les titres que vous représentez de marquer le mois de mai par cette conférence autour de l'immobilier. Je vous en prie. Bonjour à tous, merci Eric. Écoutez, c'est classique, on appelle ça un marronnier dans la profession, mais c'est aussi les papiers les plus lus. Tout le monde a envie de savoir combien sont les taux directeurs, combien on emprunte, est-ce que c'est le moment d'acheter, de construire, de rénover. Donc c'est vraiment une thématique qui nous anime, à Sud-Ouest comme à la République des Pyrénées. Et donc tous les ans, c'est un moment important pour savoir comment va le marché actuel, mais aussi pour essayer de déceler à quoi ressemblera le marché de demain, dans quelques mois. Donc ça c'est important et je pense qu'on va beaucoup en parler, mais le contexte actuel de grande incertitude, il pose encore plus de questions. Donc on a besoin d'encore plus de réponses. Alors on va commencer par le départ, on va commencer à parler ensemble de la dynamique du marché immobilier, que ce soit du côté des particuliers, des professionnels. On fera d'ailleurs cette gymnastique très souvent dans les 3 conférences de cette année entre le marché du particulier et le marché des professionnels, d'où d'ailleurs la composition de ces tables rondes. Et puis nous ferons également une autre gymnastique, nous nous obligerons à parler évidemment de la situation en centre-ville, dans la ville principale, dans l'agglomération principale, celle de Pau, mais nous irons également bien au-delà, puisque nous parlerons du Béarn et de la Soule, des zones rurales impactées également par beaucoup de changements au niveau tendanciel et structurel sur ce marché de l'immobilier. Première table ronde, donc, avec Bertrand Henry. Vous êtes le directeur général du groupe PG Immo, c'est une marque de Square Habitat, une filiale du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne. Vous allez nous rappeler en quelques mots ce que représente l'entreprise qui aujourd'hui est sur scène au travers de votre présence. Bonjour à toutes et à tous. Bien écoutez, le groupe PG Immo que je dirige exerce des activités de gestion immobilière à travers les métiers de syndic, de gestion locative, de location saisonnière. Nous assurons la défense des intérêts de nos clients et nous offrons des services packagés pour leur permettre d'assurer une gestion sereine de leurs biens. Parallèlement, nous effectuons et nous exerçons des activités de transaction à travers la transaction neuf, la transaction ancien, commerce-entreprise. Et sur ce point, nous travaillons en relation étroite avec la caisse régionale du Crédit Agricole pour pour permettre une offre globale à nos clients respectifs, pour la banque à travers des offres de financement et pour nous, groupe immobilier, de permettre aussi de répondre à des projets immobiliers. Alors tout à l'heure, vous nous direz si avec l'augmentation des taux d'intérêt, l'inflation, la perte de pouvoir d'achat, est-ce que ça impacte sur le marché? Vous nous direz cela dans quelques petites minutes. À vos côtés, un habitué de ces conférences de l'immobilier. Je pense que comme moi, il n'en a pas séché beaucoup depuis le début, depuis la création de ce rendez-vous. Julien Pardon, vous êtes associé gérant d'Axia Habitat. Un petit mot de présentation d'abord de cette entreprise et puis vous allez nous parler de votre actualité en 2022. Est-ce que vous avez bien travaillé? Est-ce que vous avez livré beaucoup de projets?
Bonjour à tous. Oui, en 2022, nous avons bien travaillé. Nous travaillons bien chaque année, cher Éric Dourdens. La société Axias Habitat, elle travaille sur 2 zones géographiques, essentiellement le Béarn et l'agglomération paloise, où nous avons notre siège social, mais également le Pays Basque et les Landes. Et c'est sur ces 2 zones géographiques que nous avons travaillé et livré des logements en 2022. Notre activité repose sur la création de logements, mais également de la possibilité aussi de diversifier notre activité sur le tertiaire. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, puisque nous avons une actualité sur le tertiaire à Pau. Voilà pour une présentation. Nous sommes une équipe de 6 personnes. J'ai créé Axias Habitat avec mon associé Alexandre Bardagi il y a déjà un certain nombre d'années. Et cette équipe de 6 personnes travaille donc à la création de logements essentiellement et de tertiaires en diversification d'activités. En 2022... Ah oui, allez-y. 2022, effectivement, une bonne année pour Axias Habitat. On a livré 3 projets, un sur le sud de Pau, Pau Sud, donc le quartier du 14 juillet, c'est le Clos Mazoyer. On a livré la 2e tranche en 2022. Certains clients sont même dans la salle et je les salue. C'est un projet qui vient dans le cadre de la réhabilitation de ce quartier du 14 juillet. Il est venu apporter sa pierre à l'édifice. Également un projet sur le nord de Pau, le quartier de l'Hippodrome, et un 3e projet sur Saint-Pé-sur-Nivelle, le Pays Basque, pour notre premier projet sur la zone Pays Basque. À vos côtés, un nouveau visage pour ces conférences de l'immobilier. Sandra Lonca, vous êtes architecte d'intérieur dans l'atelier qui porte votre nom, éponyme. L'atelier Sandra Lonca, ça fait combien de temps que cet atelier est ouvert ? Alors cet atelier en fait est installé à Pau depuis 2018. Pour la petite histoire, il a été créé depuis l'étranger puisque j'ai été expatriée pendant une dizaine d'années. J'ai profité en fait de toutes ces années pour former l'idée en fait de monter mon agence. Ouais. Donc j'ai créé cette agence avant d'arriver à Pau et je dirais que l'arrivée en Béarn lui a donné une belle dynamique de croissance. On est bien là dans le sujet du bien vivre, en tout cas de se préoccuper de la façon de vivre à l'intérieur de son habitat. C'est votre préoccupation première. Vous traitez, voyons, combien de dossiers par an à peu près dans une structure comme la vôtre ? Alors une structure comme la nôtre, on traite entre 20, une vingtaine de projets sur l'année, répartis entre les particuliers et également les locaux professionnels. Donc on a cette chance de pouvoir avoir 2 typologies de clients. Et aujourd'hui, on est une équipe de 3. Merci beaucoup pour ces petits mots de présentation. Hélène Lagave, vous êtes notaire à Billère. Vous allez représenter aujourd'hui la Chambre interdépartementale des notaires, alors qui regroupe tous les professionnels à la fois du 64, mais également du 65 et du 40. Ce sont finalement des territoires, des départements bien sûr, mais des territoires extrêmement différents en matière de dynamique, en matière de marché. Et est-ce qu'on peut dire également que dans le 64, on a évidemment des dynamiques très différentes. Et si je zoome encore plus, est-ce que dans le Béarn et la Soude, il y a des dynamiques tout à fait différentes dans le domaine de l'immobilier ? Oui, bonjour à tous. Donc, je représente aujourd'hui la Chambre interdépartementale des notaires, donc, qui regroupe les 3 départements, Pyrénées-Atlantiques, Landes et Hautes-Pyrénées. On a donc des marchés qui sont bien différents selon les zones, puisque c'est assez disparate. Le constat général, c'est qu'on a eu une période post-Covid où on a eu une augmentation des prix, une grosse évolution du nombre de transactions. Sur l'année 2022, le marché a continué à évoluer. On a eu une augmentation moyenne entre les ventes d'appartements et de maisons de plus 9%. Et là, le constat, c'est que depuis le premier trimestre 2023, on n'a pas encore les chiffres, mais on ressent qu'il y a une baisse du volume, du nombre de transactions et on constate une stagnation des prix. Voilà. Outre Romain Belli, Bruno Robali pour la République des Pyrénées va vous poser, chers amis, des questions qui vont nous permettre d'en savoir plus et peut-être de conforter ou d'infirmer ces premières affirmations que vous partagez avec nous. Bonjour mon cher Bruno. Oui, bonjour Eric. Alors c'est vrai que vous l'avez dit, et Hélène Lagaeux a commencé à l'évoquer, on a eu une année 2022 euphorique et la guerre en Ukraine a jeté un froid. On a une augmentation des taux d'intérêt, on a des banques, on en parlera dans les autres tables rondes, qui sont peut-être un peu plus frileuses, et on s'aperçoit que le marché s'en ressent. Bertrand Harry
Comment vous ressentez cette évolution? Parce que c'est vrai que les années précédentes, on avait à peu près un discours qui se répétait d'année en année, et là, on a un changement de cap que l'on sent. Oui, alors en fait, je ne sais pas si ce sont les banques qui sont plus frileuses ou c'est un changement de contexte de marché. Si on veut répondre à cette question, il faut avoir une vision un peu plus large avec un spectre beaucoup plus macroéconomique. On vit une situation assez particulière et exceptionnelle. Premièrement, on a un contexte géopolitique incertain, avec la guerre en Ukraine qui a provoqué des coûts d'énergie de façon beaucoup plus amplifiée et une inflation sur ces coûts, qui touche directement les particuliers. Deuxièmement, on a un contexte économique et social difficile, avec une montée de l'inflation qui aussi provoque une augmentation des coûts des biens de consommation, et puis un contexte social difficile avec des réformes jugées anxiogènes. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point que l'on voit, c'est une augmentation des taux jamais vue, puisque actuellement, on a des taux qui ressemblent à ceux d'il y a 7 ans. Donc vous imaginez bien que la politique des taux a toujours été maîtrisée. Depuis 25 ans, on était dans une politique de taux assez maîtrisée. Aujourd'hui, on a une politique de taux haussier. Alors tout ceci entraîne une baisse de pouvoir d'achat des particuliers. Et quand vous savez que le logement pèse 30 à 35% dans le poids financier des ménages, bien sûr que la marge devient étroite pour l'ensemble des particuliers qui veulent acquérir un bien. Alors pour autant, ce qu'on peut voir actuellement, c'est qu'il y a une certaine résilience, puisqu'il n'y a pas de baisse significative des prix. Et cette résilience, elle est d'autant plus marquée cette année que on constate que la pierre continue à être une valeur refuge. Alors, ce qu'on peut voir de façon assez surprenante, c'est que les trois éléments et les trois facteurs que je viens de vous indiquer, les taux, le contexte géopolitique, le contexte économique, ils s'installent dans le temps. On n'avait jamais vu jusqu'à présent ces dernières années quelque chose qui s'installait dans le temps. La crise du Covid, la crise bancaire de 2008 ont été des épisodes assez vite résolus. Aujourd'hui, on a des éléments exogènes au marché de l'immobilier ou endogènes qui s'installent dans un temps long et qui donnent des visions assez floues sur le devenir du marché immobilier. Et concrètement, pour PGIMO, dans l'activité de PGIMO, ça se transcrit comment? Alors, aujourd'hui, le groupe PGIMO qui intervient donc sur les départements des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, du Gers, et qui a une trentaine d'agences sur son territoire, a on va dire, des atterrissages différents selon les départements et selon les régions. La région basque, elle est très touchée par l'environnement juridique qui a été mis en place sur les locations saisonnières. Donc, obligatoirement, sur cette partie de cette région, on a pu constater un coup d'arrêt, puisqu'on avait des investisseurs qui venaient en masse pour profiter de l'attrait de cette location saisonnière. Sur le Béarn, on a encore une dynamique qui est portée parce que la région est intéressante en matière de biens pour les investisseurs. Sur la région des Hautes-Pyrénées, qui est balayée en fait entre autres par des biens qui sont situés dans les stations montagneuses, on a encore une dynamique du marché parce que les clients sont toujours intéressés par la montagne, la verdure et l'espace. Et enfin, contre toute attente, le Gers, lui, a des prix qui continuent à monter, une dynamique toujours intéressante parce que comme c'était un département qui avait des prix qui étaient plus que modérés, eh bien, il a un attrait pour une population qui vit dans la région toulousaine et qui n'a plus les moyens nécessairement d'habiter dans la région toulousaine. Alors je note qu'à ma grande surprise, on m'entend, c'est bon, PGIMO nous explique que les banques ne sont pas frileuses. Donc c'est étonnant. Juste, Hélène Laga, vous avez un peu exposé
les éléments qu'a développé Bertrand Harry. Ces taux d'intérêt qui sont élevés, ça pèse quand même beaucoup sur les ménages, comme l'expliquait M. Harry. Et il y a près de 4 Français sur 5 ont recours à l'emprunt pour financer leur achat. Le fait que les taux remontent, ils sont aujourd'hui à 4%, autour de 3-4%, ça exclut certains acheteurs. Qui sont les premières victimes ? Donc les premières victimes sont tout d'abord les petits budgets, puisqu'au fur et à mesure que le taux grimpe, ils voient leur enveloppe se réduire. On voit aussi que maintenant les banques exigent un apport pour pouvoir emprunter, ce qui fait que ça va toucher toutes ces personnes qui ne disposent pas de cet apport. Alors nous, on constate que ça défavorise surtout les primo-accédants. Ça pèse aussi sur les investissements locatifs, puisque les banques demandent à ce que les clients puissent financer au moins les frais d'acte, et l'achat dans le neuf, puisqu'on a une variation du coût du projet entre le démarrage et la fin du projet. Donc on leur demande d'avoir une enveloppe de 20% du montant du projet disponible. Bertrand Harry, vous reconnaissez dans ces chiffres, c'est effectivement les attentes ? Oui, alors en fait, est-ce que les taux d'intérêt, la hausse des taux d'intérêt a des conséquences sur le marché et la tendance de marché ? Oui, bien sûr qu'ils ont une inflexion, ils donnent une inflexion sur le marché. Pour autant, il ne faut pas sous-estimer l'encadrement du taux d'endettement qui a été mis en place depuis janvier 2022 par le HCSF, donc le Haut Conseil à la stabilité financière, qui a demandé à ce que les emprunteurs soient limités dans le temps, à hauteur de 25 ans, et avec un taux d'endettement maximum de 35%. Alors, dans ces conditions-là, vous avez plusieurs victimes. Les premiers, ce sont les primo-accédants, puisque ce sont généralement des particuliers qui n'ont pas forcément un apport important pour acquérir un bien, et ils ont aussi une solvabilité assez limitée, ce qui fait qu'ils se retrouvent directement impactés par cette mesure. Deuxièmement, vous avez aussi les investisseurs qui sont impactés, qui sont directement victimes. Avant ces mesures, il y a certains investisseurs qui empruntaient jusqu'à 110% du montant du bien, c'est-à-dire le montant du bien plus les frais, dont les frais de notaire, pour acquérir des biens. Aujourd'hui, cette tendance, elle a disparu. Donc, il est sûr et certain que ce sont les premiers impactés par cet encadrement. Et puis, l'ensemble des Français, qu'ils soient aisés ou moins aisés, sont aussi tous touchés. Pour une simple et bonne raison, c'est que la hausse des taux d'intérêt, elle a provoqué grosso modo une baisse de 7 à 8% du pouvoir d'achat des ménages. Pour compenser cette baisse de 7 à 8%, il faudrait qu'il y ait une baisse de prix parallèle de 20%. Vous imaginez, il faudrait qu'il y ait un élément correcteur important. Donc, juste pour répondre à ce sujet, eh bien, cette baisse, cette hausse des taux d'intérêt, elle a une incidence sur l'ensemble des Français parce que, obligatoirement, ils vont avoir à revoir leur projet immobilier avec peut-être des surfaces moins importantes, peut-être aussi dans des villes moins convoitées ou dans des endroits moins onéreux pour répondre justement à leur enveloppe budgétaire. Oui, alors c'est justement une question qu'on peut se poser. Ce changement de la donne sur les crédits, est-ce que ça va entraîner une baisse des prix de l'immobilier, tout simplement ? Alors, ça devrait. Pour autant, ça ne l'est pas. Les prix aujourd'hui, les prix en fin 2022 ont stagné. Et puis, depuis le début de l'année 2023, on voit une baisse qui commence à s'amorcer et qui s'affiche de mois en mois. Aujourd'hui, elle est d'environ 3 à 5%. Elle est plus importante lorsque des bâtiments type passoire thermique ou des biens qui sont affichés avec un taux, avec un DPE très défavorable, type F ou G, eux, ils connaissent une baisse significative de leur valorisation. Eh bien, cette baisse-là, elle n'est pas encore attendue, elle n'est pas encore au rendez-vous. Pour plusieurs raisons.
Les vendeurs, eux, ils ne sont pas forcément pressés de vendre. Parce qu'ils estiment qu'ils peuvent être toujours capables de faire de belles opérations comme ils l'ont vécu durant l'année 2021 et 2022. Deuxièmement, on a, deuxième cas de figure pour ces vendeurs, on a des gens qui ont acheté avec des taux fixes bas leur logement et qu'ils bénéficient toujours. Donc, ils n'ont pas intérêt à déménager tout de suite pour s'endetter sur des taux plus importants et qui viendraient impacter leur pouvoir d'achat. Deuxièmement, on a aussi un marché aujourd'hui qui est dans des conditions, comme je vous le disais, avec des taux qui sont des plus élevés depuis 7 ans, mais pour autant qui restent raisonnables. Les taux de 3-4%, ça reste tout à fait raisonnable. Quand on regarde il y a 30-40 ans, on était sur des taux bien plus élevés, à 2 chiffres. Donc on a quand même une zone de marché qui est quand même assez soutenue encore aujourd'hui. Madame Laga, le marché est le même, ces prix qui restent stables avec des taux élevés, vous les constatez partout en Béarn, à la Chambre des notaires ? Oui. Alors pour nous, on ne voit pas encore de baisse sur les prix. On se dit qu'on va plutôt avoir une régulation. En fait, lorsque les taux étaient plus bas, on constate qu'il y avait moins de négociations. Les acquéreurs acceptaient des prix peut-être plus élevés que le marché. Mais c'était la condition pour avoir le bien qu'ils souhaitaient. Donc ils étaient prêts à en donner un petit peu plus. Aujourd'hui, on constate que les vendeurs sont moins en position de force puisqu'il y a moins d'acquéreurs potentiels. Donc on a plus de négociations sur les dossiers, surtout si le bien présente quelques problèmes. Donc les délais sont plus longs. On a des phases de négociation qui s'allongent. Et on a quand même des clients qui veulent régulariser des avant-contrats assez vite pour bloquer ce taux d'intérêt. Donc, mais mécaniquement, les prix vont baisser. De toute façon, ça paraît logique, vu ce que vous expliquez avec davantage de négociations, le vendeur qui est moins en position de force. On s'attend à ce que dans les mois qui viennent, les prix redescendent un peu. Vous parlez d'une régulation, on peut peut-être parler d'une baisse. Alors, lorsque les biens auront des soucis, oui. Mais comme le disait Bertrand tout à l'heure, lorsqu'on a un vendeur qui a un bien qui n'a aucun problème, il préfère attendre et voilà, le vendre à un meilleur prix. Donc, ils ne sont pas encore disposés à baisser leur prix. Très bien. Oui, Bertrand a commencé à évoquer une question, la différence entre les centres-villes et le milieu rural. Est-ce qu'on peut rentrer peut-être un peu plus dans le détail pour voir s'il y a une opportunité peut-être pour certains secteurs ? Alors, la grande question depuis des années. Est-ce que les centres urbains sont plus attractifs que les zones rurales ? Ça existait depuis. Cette question, elle était bien en place pendant plusieurs années, mais les cartes ont été rebattues depuis le Covid. Aujourd'hui, et depuis le Covid, nous constatons un attrait des villes moyennes. Et cet attrait, il touche toutes les générations. Même les générations qui sont aujourd'hui dans cette phase d'investissement et d'acquisition de biens. Les villes moyennes, aujourd'hui, elles bénéficient d'une dynamique pour plusieurs raisons. C'est que, premièrement, le télétravail qui a été mis en place depuis quelques années, ces 2 dernières années, on a donc une population qui est capable de vivre à l'extérieur des villes, dans des zones rurales ou dans des villes moyennes, et sans pour autant devoir habiter près de leur travail dans des zones ultra-urbaines. Deuxièmement, on a eu un désir d'espace pour l'ensemble de nos clients et d'espaces verts, de jardins. Ça a été des critères de choix qui étaient retenus pendant la période de Covid, mais qui existent toujours. Le jardin, le balcon restent toujours des critères prégnants dans le cadre d'un achat immobilier. Donc, obligatoirement, les villes moyennes ou les zones rurales proposent des biens qui correspondent à ce type de demande. Donc ça, c'est le point positif pour les villes moyennes et les zones rurales. Pour autant, avec l'effet de l'inflation,
sur, comme je le disais, les coûts de l'énergie, sur les coûts des biens de consommation. On a certains ménages qui, eux, constatent que l'effet de la double voiture, l'effet du chauffage de la grande maison ne correspondent plus forcément à ce qu'ils ont besoin, et premièrement, et deuxièmement, commence à peser sur leur ménage. Donc obligatoirement, ils se retrouvent dans une situation à vouloir aller dans des centres-villes, mais ils sont quelquefois limités par le prix, et donc ils arrivent en périphérie de ces villes avec généralement des surfaces moins importantes que ce qu'ils avaient lorsqu'ils vivaient dans des zones rurales. Alors ce phénomène des villes moyennes, il me rappelle, comme vous le disiez, Eric, Julien est un habitué, de ces tables rondes. Et alors, il me semble bien que l'année dernière, Julien, vous nous aviez fait rêver en expliquant que les Parisiens venaient s'installer en Béarn et ils délaissaient la métropole bordelaise. Est-ce que dans vos projets chez Axias, dans ce que vous commercialisez, il y a une grande part d'étrangers? Alors, je devais être précurseur puisque le journal du dimanche je ne me rappelle plus exactement, c'était ce mois de février, classait Pau dans les villes les plus attractives de France. Non, plus généralement, oui, effectivement, nous nous sommes sur un territoire qui, comme cet article du journal du dimanche le précisait, avec des villes comme Anglet, comme Biarritz, mais également tout l'arc atlantique, c'est-à-dire que tout le Grand Ouest, Sud-Ouest compris, bénéficie d'une attractivité singulière. Et je dirais que je souscris évidemment à tout ce qui vient d'être dit, tout ceci est factuel, mais nous, chez Axias, ce que l'on note effectivement, ce sont une clientèle qui vient d'autres départements, notamment des départements du nord de la Loire, et pour des raisons diverses et variées, mais parce qu'aussi nous sommes un bassin d'emploi qui est dynamique, parce que l'autre jour nous avions le président Total qui était à Lac pour inaugurer une nouvelle usine. Donc tout ça pour dire qu'il y a des différentes populations qui rejoignent notre territoire. Alors certains jeunes parce qu'ils trouvent de l'emploi ici, parce qu'on est dans un territoire dynamique sur le plan de l'activité économique, mais également certaines personnes plus anciennes qui viennent rejoindre leur famille qui travaillent ici ou qui viennent tout simplement s'installer dans notre région parce qu'elle bénéficie d'une attractivité particulière liée évidemment à l'océan, à la montagne, mais aussi à un certain art de vivre, un certain bien-être. Alors je ne sais pas si je vous faisais rêver, mais en tout cas c'est ce que l'on note effectivement avec une clientèle qui vient d'ailleurs et qui est aujourd'hui la moitié de notre clientèle. Et inutile de vous dire que c'est pour nous évidemment quelque chose d'extrêmement important. Alors, vous êtes promoteur, on a un peu abordé le marché du neuf, mais cette tension sur le coût des matériaux, elle pose aussi question, puisque comme ces coûts ont explosé, on se dit que ça a une conséquence directe sur la construction et les nouveaux projets. Alors peut-être pas en 2022, vous avez bien travaillé, vous l'avez expliqué, mais peut-être pour 2023 et 2024, vous en êtes où? Est-ce qu'il y a moins de projets ou est-ce que ces projets sont freinés ou tardent un peu plus? Alors il est sûr que la reprise économique mondiale post-Covid, cumulée avec la guerre en Ukraine, qui nous a quand même tous surpris, a apporté une tension particulière sur le marché de la construction, puisqu'il y a des matériaux qui ont explosé sur le plan des prix. Et il est vrai que les entreprises ont immédiatement répercuté, ce qui était normal, ce prix sur les appels d'offres, sur les coûts de construction. Alors il est clair que ça nous a beaucoup impacté en 2022. On sent aujourd'hui une sorte de plateau. Les entreprises ont une lisibilité à nouveau sur le marché de la matière première, de la ferraille, du plastique, enfin, tout ce qui a besoin pour construire. Donc là aujourd'hui, les entreprises nous témoignent sur un récent appel d'offres que nous avons à nous une sorte de plateau, un plateau assez haut, il est vrai, mais un plateau quand même qui leur permet d'avoir de la lisibilité. Donc ça nous réconforte sur le fait qu'on va continuer de construire à un prix effectivement qui est un petit peu élevé, mais qui est aussi compensé par des normes énergétiques qui font que lorsque vous achetez dans le neuf, vous consommez
beaucoup, beaucoup moins d'énergie que quand vous êtes dans l'ancien. Donc par conséquent, vous avez, comme le coût de l'énergie aujourd'hui atteint des prix records, on a aussi des clients qui se tournent vers le neuf pour justement bénéficier ou de nouvelles normes. Je rappelle que le neuf, aujourd'hui, dans le neuf, nous sortons des énergies fossiles puisque nous ne dépendrons plus du gaz à partir de cette année, donc, puisque les nouveaux permis de construire, les énergies qui sont retenues, l'énergie qui est retenue est l'énergie électrique. Donc on sort des énergies fossiles à partir de cette année. Donc il y a des clients pour diverses raisons, le coût, comme je viens d'évoquer bien sûr, mais également un esprit, je dirais, sociétal de souhait de sortir de l'énergie fossile, de ne pas dépendre du gaz russe ou du pétrole de certains pays également. Donc on est dans cette démarche-là où certes les coûts ont augmenté, mais se voient compensés par beaucoup d'économies d'énergie, et ça tient énormément à cœur à l'ensemble de nos clients. Alors moi, on l'a dit tout à l'heure, des personnes, ça peut être mon cas par exemple, qui ont acheté leur appartement avec un taux très bas il y a quelques années, ont peut-être des réticences pour déménager et prendre un crédit à un taux nettement supérieur, et ont peut-être envie de réaménager leur logement. Et c'est là que je me tourne vers Sandra Lonca. Est-ce que vous sentez cette tendance de clients qui, au lieu de déménager pour aller voir plus grand ailleurs, font appel au service d'aménageurs intérieurs, de décorateurs intérieurs? Alors, pour répondre à votre question, je dirais que déjà, après le Covid, on avait déjà cette tendance. C'est-à-dire que les gens étaient très intéressés d'aménager leur intérieur, de gagner en confort. Et surtout, on découvrait le télétravail. Donc, en fait, il y avait cette nécessité de pouvoir se créer à l'intérieur en fait, de chez soi des coins dédiés pour cette nouvelle façon de travailler. L'état actuel du marché nous fait dire que oui, il y a un intérêt croissant pour les travaux chez soi. On est dans un contexte en fait qui est plutôt tendu, et c'est vrai que nos clients nous sollicitent pour réaménager en fait un intérieur, exploiter des espaces pour les rendre habitables. Donc je parle de combles, je parle de garages. Ces clients n'ont pas cette possibilité, je dirais, de déménager. Donc on va travailler en fait pour eux des projets d'extension, donc agrandir en fait en créant une pièce supplémentaire. Mais je dirais que ce qui est quand même paradoxal, c'est que en parallèle de ça, on a une autre typologie de clients. Julien parlait des nouveaux arrivants dans le Béarn qui sont intéressés par le bon vivre dans notre région. Nous sommes également confrontés à ces nouveaux arrivants qui arrivent aussi avec des assises financières beaucoup plus solides. On sent que ce sont des propriétaires, du moins des futurs propriétaires, qui se lancent dans de nouvelles acquisitions qui généralement sont liées à de très gros travaux d'aménagement, de réaménagement. Mais on sent une maturité en fait au niveau des projets, et puis surtout, comme je vous disais, une assise financière qui permet aussi de mener le projet jusqu'au bout. Donc oui, il y a un intérêt en fait pour les travaux chez soi. Alors l'année dernière, c'est Julien Pardon qui nous a fait rêver. Mais faites-nous rêver, qu'est-ce que l'on peut faire comme aménagement pour changer chez soi et pour peut-être gagner en espace et en bien vivre à la maison? Là, discrètement, il est en train de vous demander un conseil gratuit. Enfin, allez-y, pour chez lui. Donc écoutez, je vous donnerai ce conseil gratuitement. Tout dépend en fait de l'espace qu'on a. Mais c'est vrai que je peux prendre l'exemple d'un dernier projet qu'on a livré place de Verdun, où clairement les propriétaires avaient cette envie de déménager une maison des années 30, 50 mètres carrés en fait en rez-de-chaussée, une pièce qui était très cloisonnée. Donc déjà, rien qu'en décloisonnant en fait les espaces, on donne une impression un peu plus de grandeur. On investit un peu mieux en fait l'espace. Des solutions, un garage inexploité, trop petit pour garer sa voiture, ben pourquoi pas en fait
lui donner une nouvelle fonction et puis y créer une pièce qu'on permettra de relier à la maison. Alors je crois que j'ai compris pourquoi les artisans ne répondent pas à mes sollicitations, avec les gens qui viennent d'ailleurs avec un porte-monnaie un peu plus important. Voilà, bon, je vais essayer de me débrouiller. Si vous voulez, on peut parler que de votre vie, hein, les deux. Oui, on Mais peut. non, mais allez-y. Hein. Bah, ça vous va? Mais non, mais allez-y. Enfin, on ne vit pas ensemble, hein, je tiens à le préciser. Non, pas encore. Sandra, vous intervenez également auprès des entreprises. Et alors c'est amusant que vous soyez à côté de Julien Pardon, parce que d'après ce que j'ai compris, en lisant ce joli supplément qui est paru chez nous et dans la République des Pyrénées, vous avez travaillé ensemble sur un projet immobilier, mais de bureau. Quel a été votre travail sur ce chantier avec Alors, Axias? Sur ce chantier, la demande était assez simple en fait, hein, comme toujours. On a un bâtiment qui est un peu vieillissant, qui est ancré en fait dans les années 80. Et là, sur ce projet, l'idée était d'apporter une certaine modernité dans les espaces, de créer un peu un lieu de vie pour permettre en fait aux collaborateurs de pouvoir mieux s'y retrouver, mieux se rencontrer. Donc sur ce projet, l'idée était vraiment de transformer l'espace existant pour lui permettre en fait d'avoir une dynamique un peu nouvelle et puis surtout permettre en fait à notre client de pouvoir véhiculer une image en lien avec le type de marché sur lequel il se situe. Oui, Julien, comment ça s'est passé la relation avec ce type de métier? Est-ce que c'est nouveau pour vous comme approche? Non, là c'était dans un cadre spécifique puisque c'était la rénovation de notre siège social. Donc c'est l'immeuble Activa qui est sur les allées Catherine de Bourbon. Nous avions racheté une partie de cet immeuble il y a juste au moment du Covid, juste après le premier confinement. Et donc dans ce cadre-là, nous souhaitions rénover cette partie d'immeuble pour créer à la fois notre espace pour nos collaborateurs et nous-mêmes, et ensuite un espace qui est dédié à la location, qui est un espace qui est un centre d'affaires, un espace de bureau. Donc là, on était dans un cadre spécifique puisque je ne peux pas dire que ce soit dans le cadre de notre activité de construction. Là, on était dans le cadre de la rénovation de notre siège social. Et Sandra Lonca nous a participé nous a aidé à cette rénovation, à participer à cette rénovation avec beaucoup de goût. Et ça a été un plaisir. On a une nouvelle problématique, on l'a un peu abordée tout à l'heure avec Hélène et Bertrand, c'est la réglementation énergétique qui va changer beaucoup de choses et qui, quelque part, peut aussi altérer le marché. Alors je vais me tourner vers tout le monde. Peut-être avec vous, Julien, c'est finalement d'abord, pour commencer, c'est peut-être une opportunité, ces attentes énergétiques qui vont remettre des biens sur le marché. Ah oui, complètement. Pour nous, c'est réellement une opportunité. Nous, je dirais que dans le neuf, nous sommes précurseurs, puisque forcément, on construit les nouveaux immeubles, les nouvelles maisons. Donc oui, nous, c'est vraiment ce qu'on appelle la RE 2020 dans le jargon, dans la réglementation environnementale 2020 pour 2020, qui a été décalée au 1er janvier 2022 compte tenu du Covid. Bien sûr que c'est une opportunité puisque elle avait pour principe de sortir des énergies fossiles, mais je pense que ceux qui étaient à la base de cette nouvelle réglementation ne pouvaient pas imaginer plus que quiconque que Poutine envahirait l'Ukraine et ferait flamber ainsi l'énergie et notamment le gaz. Donc par rapport à ça, aujourd'hui de passer à l'énergie électrique dont la France est beaucoup plus à une souveraineté énergétique sur ce domaine-là qui est bien plus importante que sur les énergies fossiles, notamment par l'énergie nucléaire, permet aujourd'hui de pouvoir avoir une énergie déjà pour partie produite en France et donc beaucoup plus garantie, et permet ainsi aux propriétaires d'être beaucoup plus sécurisés
à la fois sur le prix et à la fois sur la fourniture. Donc oui, c'est vraiment une opportunité. C'est aussi un enjeu environnemental, puisque on sait très bien que l'énergie nucléaire, elle est décarbonée. Donc par conséquent, on agit aussi sur l'environnement, et c'est un sujet extrêmement important de notre métier, nous, de promoteurs immobiliers, que d'agir sur l'aspect environnemental des choses. Donc il est clair que la question énergétique, elle est primordiale dans tous nos foyers, ne serait-ce que par le coût de l'énergie aujourd'hui et les économies qu'il faut faire avec cette énergie. Hélène Laga, vous avez parlé des primo-accédants qui auraient peut-être un petit peu moins d'opportunités. Là, en voilà une. Peut-être qu'il y a des propriétaires qui vont devoir céder leur logement parce qu'ils n'auront pas les moyens de faire leurs travaux, et que ça va rouvrir quelques opportunités pour les primo-accédants. Oui, puisque dorénavant, les propriétaires bailleurs dont les logements sont classés en F auront l'obligation de réaliser des travaux. Donc certains, certainement, n'auront pas envie de les réaliser et d'autres n'auront pas les moyens, puisqu'on rappelle que les banques exigent qu'il y ait toujours cette partie d'apport. Donc certains propriétaires vont devoir mettre leurs biens à la vente et ce sera une opportunité pour les primo-accédants qui, eux, n'auront pas l'obligation de réaliser ces travaux s'ils en font leur résidence principale. Donc ça pourrait les favoriser pour accéder au marché immobilier, effectivement. Voilà des nouveaux clients pour PGIMO. Oui, des nouveaux clients, en fait. Pour rebondir sur ce qui a été dit, il est sûr et certain que toutes les carcans réglementaires qui ont été mis en place dans le cadre de la loi climat et qui vont imposer une rénovation énergétique, va toucher un peu tout le monde. Il va toucher les particuliers, et ce de façon assez importante, parce qu'aujourd'hui, il y a 5 millions de biens considérés comme des passoires énergétiques en France. Alors tous les départements ne sont pas logés à la même enseigne. Le département de la Seine-Saint-Denis recense plus de 30% des biens considérés en passoires énergétiques. Donc vous voyez qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne. Est-ce que les particuliers pourront faire ces travaux pour répondre déjà aux obligations d'ici 2025, où il y aura une interdiction de louer pour les bâtiments et les biens classés en G. Donc ça, c'est un premier sujet. Alors, obligatoirement, ça va créer un marché de vente et d'achat. Ceux qui ne pourront pas faire les travaux auront à subir une décote de leurs biens. Et c'est là où est tout l'enjeu de la rénovation énergétique, c'est que ça va devenir une valeur patrimoniale, un critère vénal du bien, de façon beaucoup plus affirmée que ce qu'il est aujourd'hui. Donc, pour ceux qui auront à ne pas vouloir subir de décote, ils devront engager des travaux préalables. Donc, ça nécessitera encore des engagements financiers. Pour les investisseurs, eh bien, il y aura des opportunités. Alors, soit ce seront des acquéreurs en résidence principale, comme les primo-accédants, et là, ils pourront se positionner sur les biens parce qu'ils auront, pour certains, subi une décote de 15-20%. Donc ça deviendra intéressant. Et puis, le deuxième point, c'est pour les investisseurs locatifs. Là aussi, ils sont toujours en recherche de revenus locatifs. Donc, si l'achat subit une décote, ils pourront obligatoirement bénéficier d'un équilibre financier au moment de l'investissement. Et ces investisseurs, on le voit aujourd'hui, certains sont très opportunistes. Comme la loi climat impose une non-location pour les biens loués à l'année en 2025, elle n'est pas soumise pour autant aux biens qui sont en location saisonnière. Donc beaucoup d'investisseurs, pour l'instant, prennent un peu le chemin d'investir dans ces biens et les louer en location saisonnière. Bonne Noël pour les Pays Basques. Pardon ? C'est une bonne Noël pour les Pays Basques. Pas nécessairement, parce qu'ils sont soumis à d'autres critères. On va clôturer Oui. cette première table ronde. Dernière question, Bruno. Oui, alors la dernière question, c'est la question que l'on pose à chaque fois, et donc une réponse courte. Est-ce que c'est le moment d'acheter ou faut-il reporter son investissement ? Une réponse courte, Bertrand Henry. C'est toujours le moment d'acheter. Vous m'auriez dit le contraire. Non mais, attendez, je vais vous dire une chose. L'année 2022... Sans argumenter longuement. Non, mais sans argumenter longuement. L'année 2022, elle a été une année euphorique, mais historique.
Oui. L'année 2023, on table sur 900 à 950 000 ventes par an, d'accord, sur une année. Alors que dans les années 2000, on était sur 800 à 850 000 ventes. Ça veut dire qu'on est dans une année de correction. Donc il y a encore des opportunités à prendre, il y a encore un marché à prendre et il y a encore une dynamique à trouver. Même question pour Hélène et réponse aussi courte. Oui, comme l'a dit Bertrand, c'est toujours le moment d'acheter. On sait que les taux vont continuer d'augmenter, donc les crédits coûteront plus cher, mais l'immobilier reste une valeur refuge. On constate que sur un prêt de 300 000 euros sur 20 ans, il y a un an, ça coûtait à l'emprunteur 31 000 euros. Aujourd'hui, ça coûte 84 000 euros. Ouais. Donc, Pardon. Non, j'ai dit oui. Dès qu'on a la capacité d'acheter, c'est toujours intéressant d'acheter. Par contre, il faut préparer son achat et il faut anticiper les difficultés. Donc, il ne faut pas hésiter à aller consulter tous les professionnels qui peuvent aider à déterminer les problèmes et à trouver des solutions qui seront plus adaptées. Julien, même question, réponse rapide. Je ne vais pas vous surprendre beaucoup, évidemment que c'est toujours le moment d'acheter, et notamment d'acheter dans le neuf. Pourquoi ? Pour ce que j'évoquais à l'instant. On ne peut pas le matin se dire je veux être dans une stratégie environnementale où je veux être à la neutralité carbone en 2050 et ne pas se dire chacun d'entre nous je fais un pas vers cela. On peut pas toujours attendre tout de l'extérieur. Il faut soi-même avoir une démarche personnelle là-dessus et le neuf permet de répondre à cette question. Et juste un dernier argument par rapport à cela, je rappelle quand même que l'agglomération paloise notamment a un prix au mètre carré qui est bien plus faible que les agglomérations autour. Donc pour ces deux raisons-là, je crois que c'est rapidement le moment d'acheter. Et nous en reparlerons demain lorsque nous parlerons spécifiquement de l'agglomération paloise. Mais cela dit, Sandra, vous n'avez pas répondu à cette question. Je sens que Bruno voudrait presque la tourner différemment. Oui, est-ce que c'est le moment de réaménager ? Et virgule, chez moi, prenons rendez-vous. Alors, par rapport à cette question, la réponse est oui. Je pense que le marché de la rénovation, malgré le contexte, est un marché en fait porteur. Donc oui, réaménager en ce moment et continuer à le faire très bien. Il y a des dispositifs d'aide qui sont quand même proposés par les pouvoirs publics. Et puis je pense aussi que par rapport aux enjeux environnementaux et sociétaux, il faut aller dans ce sens. Donc oui, il faut le faire. Alors après ce premier échange, merci à tous les quatre sur la dynamique du marché de l'immobilier pour les particuliers et pour les professionnels. Demain, à peu près à la même heure ou quand vous le souhaitez d'ailleurs, c'est l'avantage du replay, on va se pencher sur les problématiques liées à la construction, à la rénovation sur l'agglomération de Pau particulièrement, avec un éclairage sur les enjeux liés donc à l'agglomération paloise. Et après-demain, nous traiterons d'une façon beaucoup plus générale de l'évolution de la tendance au niveau du Béarn et de la Soule. Y a-t-il des risques ? Y a-t-il des opportunités ? Parce que là, si on s'est demandé si c'était le moment finalement d'acheter, on pourra se demander également si c'est le moment de vendre. Réponse à suivre. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous. On va vous applaudir ici même et rendez-vous demain au même endroit. Merci beaucoup.